Eh bien, cher président, je vous remercie mille fois de ces belles paroles de présentation. Je remercie aussi très vivement Marianne Vanier, qui m'invite une fois de plus. Ces rencontres qu'elle organise avec tant de talent sont tout de même une des manières les plus remarquables de faire vivre la patristique en France, et en particulier dans cette université de Lorraine, à laquelle Metz appartient désormais depuis maintenant presque une douzaine d'années. On m'a demandé de vous parler d'Ambroise. Je vais le faire de façon assez simple et spontanée, puisque malheureusement un accident de santé m'a privé des trois quarts de la vue, de sorte que je ne suis plus capable de lire un texte, sauf chez moi, où j'ai un agrandisseur. Je vais donc, de façon un peu libre, vous présenter cet Ambroise que j'ai préparé pour l'ouvrage « Découvrir les pères de l'Église ». J'ai bien apprécié le propos de Lorenzo Perrone tout à l'heure, quand il disait que pour découvrir Origène, il fallait d'abord pouvoir le lire. Je crois que le problème est le même avec Ambroise. Ambroise est un auteur difficile. Il écrit un latin très souvent contourné, recherché, poétique. Parfois, il s'écrit plus simplement, mais très souvent, dans ses commentaires, il écrit une langue un peu personnelle et raffinée, qu'il n'est pas toujours facile pour nous de lire, de comprendre. Et par conséquent, les traductions en français se révèlent tout à fait indispensables, même pour ceux qui maîtrisent assez bien la langue latine. Or, je constate avec plaisir, et je crois que c'est une des justifications de cette nouvelle publication, durant ces dernières années, les publications dans la collection Sources chrétiennes d'œuvres d'Ambroise, avec une introduction, une bonne traduction française et une annotation, sont devenues un peu plus fréquentes. Il y a eu une longue période de disette, mais je dois dire que depuis mon Jacob et la vie heureuse en 2010, il est paru plusieurs ouvrages, Élie et le jeûne, par Aline Canelis, La fuite du siècle, par Camille Gerzaguet, L'oraison funèbre de Valentinien II, L'oraison funèbre de Théodose, et très bientôt, je l'espère vivement, le grand projet de publication de toute la correspondance d'Ambroise va voir le jour avec la publication du 5e des 8 volumes prévus. Ce 5e volume couvre les lettres officielles d'Ambroise, le livre 10 de son épistolaire. Je pense que dans le courant de l'année 2024, cet ouvrage va paraître. Alors, parler d'Ambroise, c'est donc essayer de le lire, de le comprendre, même avec une bonne traduction, même avec une généreuse annotation. Il est parfois difficile de comprendre le cheminement de la pensée d'Ambroise, qui est une réflexion pleine d'ellipses, de sauts, d'une idée à une autre, qui interroge le lecteur, désireux de savoir quel est le lien et comment l'auteur, de manière cohérente, passe d'un motif à un autre. Je vais vous dire quelques mots de la vie d'Ambroise et quelques mots de son œuvre, sans évidemment, vous l'imaginez bien, pouvoir trop approfondir. Je m'intéresserai particulièrement au point où il y a des nouveautés
Et Dieu sait s'il y en a. On pourrait croire qu'Ambroise est bien connu, lui qui fait depuis maintenant une trentaine d'années l'objet d'études nombreuses. Il suffit de comparer dans l'année philologique les parutions consacrées à Ambroise entre 1900 et disons 1950 avec celles qui lui sont consacrées depuis, pour voir à quel point il y a eu un développement, certains pensent une surabondance de publications consacrées à Ambroise. N'empêche, il reste beaucoup de questiones disputatae, des sujets qui continuent à faire objet de débat. Je vais en prendre un tout de suite, dans la naissance et la formation d'Ambroise. Ambroise, dit-on habituellement, est né en 340. Simplement, cette date est fixée par hypothèse. Elle n'est pas certaine et elle fait toujours objet de débat. Certains pensent qu'il est né plutôt en 334-335 qu'en 340. D'autres précisent 339-340. D'autres encore 340-341. Alors on admet généralement 340 et tout cela repose en fait sur l'analyse que l'on fait d'une lettre qu'Ambroise a écrite à l'évêque de Naples, Sévère, je crois que c'est la lettre 49 si je ne me trompe, dans laquelle il dit qu'il a 55 ans. Alors, toute la question est de savoir dater cette lettre. Et ce n'est pas évident. On peut la dater. C'est une lettre où Ambroise évoque une période de troubles politiques, de menaces barbares. Mais vous voyez que ce sont des termes quand même relativement imprécis, sachant qu'à l'époque d'Ambroise, les troubles politiques et les menaces barbares étaient quasiment monnaie courante, quotidienne. Donc, on a là une question qui reste ouverte. Peut-être qu'on pourra, par d'autres études, et il y en a toujours, préciser de façon définitive la date de la naissance de ce grand homme. Autre problème, son nom. Il s'appelle Ambrosius. Il a un nom gentilice, Aurelius. Aurelius Ambrosius. Alors, Aurelius, si il faut le prendre au pied de la lettre, cela veut dire qu'il appartient à cette gens illustre de l'aristocratie romaine, les Aurelii, gens à laquelle appartenait de son côté Symaque, qui serait un parent, un cousin d'Ambroise, et qui affrontera Ambroise lors d'un fameux challenge dont je vous dirai deux mots. Quant à Ambrosios, c'est un nom grec, dont l'origine grecque est confirmée par le nom de son frère, qui s'appelle Satyros, celui d'une parente qui était morte martyre, qui s'appelle Sotéris. Bref, il semble que Ambroise, qui porte le nom d'une vieille famille aristocratique romaine, ait aussi des attaches grecques. Quant à sa formation, elle a fait l'objet de travaux récents fort intéressants. Bien sûr, nous doutons qu'il a été chez les grammairiens, puis chez les rhéteurs, qu'il a lu Cicéron, Virgile, Terence, tous les grands classiques. Virgile est omniprésent dans son œuvre, hein, à tout instant. Un vers de l'Énéide ou des bucoliques ou des géorgiques se présente à son calame. Mais ce qui est plus intéressant, c'est une étude de Chiara Somensi, intitulée Egesippo Ambrosio.
Une étude dans laquelle Chiara Somensi montre qu'il y a des correspondances frappantes entre certains textes d'Ambroise et la traduction latine de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, attribuée à un pseudo-Hégésippe. Ce pseudo-Hégésippe, selon Chiara Somensi, ne serait autre que le jeune Ambroise qui, lors de son séjour à Rome, dans sa famille romaine, aujourd'hui encore à Rome, on voit la maison d'Ambroise, aurait traduit ce texte de Flavius Joseph, ce qui montre que dès cette époque, il portait un intérêt tout particulier aux textes grecs écrits par des auteurs juifs. Il s'intéresse ici à Flavius Joseph. Nous savons qu'il s'intéressera beaucoup à Philon, et il est bien possible qu'il se soit intéressé à Philon avant même d'être évêque de Milan. Donc vous voyez, là, il y a des pistes nouvelles, même si ça n'échappe pas totalement au domaine de l'hypothèse. Je passe maintenant à un autre moment de la vie d'Ambroise. Ambroise, je vais dire à un moment décisif de sa vie, son élection épiscopale en le 7 décembre 374. Il est donc consacré évêque ce jour-là. Mais avant cela, il a été élu. Élu dans des circonstances qu'il faut rappeler brièvement, qui sont bien connues, mais enfin on peut les rappeler. Entre parenthèses, notre source, et sur beaucoup de points de la vie d'Ambroise, c'est notre seule source. Notre source, c'est Paulin de Milan, qui a écrit une vie d'Ambroise. Paulin de Milan était un secrétaire dans la dernière partie de la vie d'Ambroise, qui notait les œuvres que l'évêque de Milan lui dictait. Et à la demande d'Augustin, probablement entre 411-412, il a écrit cette vie d'Ambroise. Alors, ce texte a fait l'objet de beaucoup de suspicions. On a considéré que c'était un peu le début de la littérature hagiographique, et on essaye, avec plus ou moins de certitude, à discriminer ce qui est fait historique et ce qui est ornement hagiographique. Quoi qu'il en soit, selon Paulin, il y a en 374 une crise dans la cité de Milan, une crise qui n'est guère qu'un nouvel épisode d'incidents qui se développaient régulièrement depuis pas mal d'années, en fait, depuis que à la tête de l'église de Milan se trouvait un évêque arien, Auxence. Auxence meurt en 374 et il faut donc décider qui lui succédera. Il y a les deux camps, le camp arien, en fait homéen, c'est une variante atténuée, dit-on, de l'arianisme qui était très répandu, notamment en Illyrie et en Italie du Nord, et en particulier à Milan. Même s'il est difficile de faire la proportion, par exemple en 374, entre le nombre d'homéens et le nombre d'orthodoxes catholiques dans une ville comme Milan. Mais enfin, le camp homéen était important et entendait bien qu'à Auxence, évêque homéen, succède un autre évêque de la même obédience. Évidemment, les catholiques ne l'entendaient pas de cette manière-là et il y avait des prises de bec très sévères entre les deux camps, à tel point que Ambroise, qui était depuis quelques années gouverneur de la province d'Émilie-Ligurie, en résidence à Milan, intervient. Il essaye de calmer les deux parties.
sans succès, jusqu'au moment où un enfant aurait crié, inspiré par le ciel, « Ambroise, évêque !» Et tout le monde reprend en chœur « Ambroise, évêque !» Alors derrière cette fiction un peu hagiographique, disons, il y a certainement une chose qu'il faut essayer de comprendre, mais qui est un problème largement débattu et qui a donné lieu à pas mal de publications. Pourquoi est-ce que Ambroise pouvait faire l'unité de deux camps à ce point opposés à la fin de l'année 374? Sans doute parce que, en tant que gouverneur de la province d'Émilie-Ligurie, il avait appliqué en haut fonctionnaire docile la politique religieuse que voulait Valentinien Ier. Valentinien Ier avait décidé d'appliquer une politique de stricte neutralité vis-à-vis des différents courants religieux, et il entendait bien que l'État n'intervienne pas, ou intervienne en tout cas le moins possible, dans les conflits d'ordre religieux. Il est bien possible qu'Ambroise ait appliqué ce genre de neutralité qui lui a valu la confiance et des uns et des autres lors de la succession d'Auxence. Le fait est qu'il a été élu, que cette élection a été approuvée par les autorités locales, puis par Valentinien Ier, qui avait toute confiance en ce haut fonctionnaire intègre, qui était un homme très droit, très rigoureux et très compétent. Par conséquent, tout s'est bien passé, malgré cette élection qui était très peu conforme aux règles canoniques, car notamment le canon 2 du concile de Nicée interdisait qu'un simple catéchumène, c'était le statut d'Ambroise à l'époque, fût élu d'emblée évêque. En tout cas, le voilà élu évêque et il n'en veut pas. Il s'oppose à cette fonction et il met en œuvre toute une série de stratagèmes pour y échapper. Et la plus frappante de ces initiatives que prend Ambroise, il fréquente les prostituées, il se montre particulièrement cruel en tant que juge vis-à-vis des accusés qu'il soumet à la torture, à l'emprisonnement, voire à la mort, enfin bref. Mais personne ne croit à la sincérité de ces initiatives nouvelles chez lui. Mais le plus frappant de ces stratagèmes, c'est celui de faire profession de philosophie. Vous avez entendu tout à l'heure Origène exprimer ses réserves à l'égard de la philosophie. À l'époque d'Ambroise, le rejet de la philosophie était encore beaucoup plus net. Ambroise ne cessera de critiquer, de mépriser, de subordonner à la Bible les travaux des grands philosophes grecs. Et par conséquent, il se dit, faisant profession de philosophie, on va me juger tout à fait indigne d'être évêque. Mais non, ce stratagème n'aura pas l'effet espéré, et finalement Ambroise se résignera à devenir évêque. Alors il faut le baptiser, avant de le consacrer évêque. Alors là aussi, il y a des débats encore très actifs, très nombreux. Aujourd'hui, article sur article, on propose des points de vue différents, notamment récemment, il y a quelques années, ce qu'on peut appeler comme récent, disons, c'est ce qui ne remonte pas au-delà des années 2000. Hervé Savon et Cesare Pasini ont écrit chacun un passionnant article sur qui a baptisé Ambroise et qui l'a initié au mystère chrétien avant son baptême.
Alors, ces 2 articles, je vous encourage chaudement à les lire. Ils se trouvent dans le premier volume d'une série qui est parue depuis relativement peu de temps, qui s'appelle Studia Ambrosiana. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir si le prêtre milanais, mais qui a vécu aussi à Rome, et qui a pu connaître Ambroise avant même qu'il fût évêque, le prêtre Simplicien, Simplicianus en latin, aurait été celui qui aurait formé Ambroise et l'aurait baptisé. Alors un simple prêtre, normalement, ne peut pas baptiser. Il faut que ce soit un évêque. Et Ambroise aurait dit, je veux bien être baptisé, mais à condition que ce soit par un évêque catholique. Alors la question est de savoir si l'accent doit être mis sur le mot évêque ou si l'accent doit être mis sur le mot catholique. Il ne voulait pas être baptisé par un évêque arien. Vous voyez, il y a là des questions qui restent en débat. Et je n'en dirai pas plus aujourd'hui, je ne vais pas vous résumer les 2 articles que je vous invite à lire. Je passe à un autre moment de la vie d'Ambroise qui a posé question ces 20 dernières années. C'est celui des 2 ambassades auxquelles il a consenti pour défendre les intérêts de Valentinien II auprès de l'usurpateur Maxime à Trèves. La question était de dater la 2e de ces ambassades et d'en déterminer l'objet. La première ambassade, on est d'accord, elle a eu lieu en 383, sans doute, forcément, d'ailleurs, à la fin de 383, c'est-à-dire après l'assassinat de Gratien, qui est assassiné en août 383 à Lyon, par un agent de Maxime, Magnus Maximus, qui s'était emparé du pouvoir, profitant de la légèreté de Gratien, qui avait quitté Trèves pour s'installer dans la ville plus agréable à vivre de Milan. Gratien était un soldat courageux, mais il s'intéressait surtout à la chasse et à la poésie. Et donc là, il a commis une imprudence qui lui a coûté cher. Il a été battu sur le champ de bataille près de Paris. Il a été poursuivi par le sbire de Maxime, qui s'appelait Andragatius, jusqu'à Lyon, où il a été assassiné. Au lendemain de cet assassinat, c'est un garçon de 12 ans, Valentinien II, frère de Gratien, qui lui succède. Et la régence est assurée par la seconde épouse de Valentinien Ier, Justine. Valentinien Ier était mort quelques années auparavant, et Gratien a régné pas très longtemps, quelques années avant d'être ainsi assassiné. Donc Ambroise va intervenir dans une période particulièrement critique pour le pouvoir qui se trouve à Milan. Maxime, en s'emparant de la ville de Trèves, s'empare des Gaules et de l'Espagne, qui formaient une préfecture, donc un ensemble qui lui est tombé entre les mains. Il aurait bien voulu s'emparer également de l'Italie, qui marchait avec l'Illyrie et l'Afrique pour former une autre préfecture, et il aurait ainsi régné sur l'ensemble de l'Occident. Et par conséquent, la crainte de Justine et de Valentinien II, c'était que ce Maxime, cet usurpateur, ce voyou, pût traverser les Alpes et venir avec ses soldats goths, en partie, s'emparer de l'Italie.
Donc ils envoient Ambroise, malgré les mauvais termes qu'ils entretenaient avec lui, pour plaider leur cause auprès de Maxime. Ils entretenaient de mauvais termes avec Ambroise parce que eux, la cour impériale, Justine, Valentinien II et leur entourage, étaient des Ariens homéens. Ils croyaient le credo du concile de Rimini, 359, un concile qui avait atténué le subordinationnisme radical d'Arius en disant « Le Fils est semblable au Père selon les Écritures ». Et chacun pouvait interpréter cela de façon relativement souple. En tout cas, malgré ces mauvais termes entre le palais impérial et Ambroise, on envoie Ambroise en ambassade à Trèves. Ce qui prouve à quel point ce jeune Ambroise, il avait quoi? Nous sommes en 383, s'il est né en 340, vous voyez, il avait 43 ans. On envoie Ambroise donc en ambassade auprès de Maxime, et Ambroise réussit dans sa démarche. Il persuade Maxime de rester tranquille à Trèves et de s'abstenir de s'emparer de l'Italie. Et puis, le temps passe, les relations s'enveniment entre Maxime et Valentinien II, et une nouvelle ambassade se révèle nécessaire. Cette nouvelle ambassade, on la situait souvent en 387-388, nettement plus tard. Aujourd'hui, après notamment un travail d'Yves-Marie Duval et d'autres travaux de Lelia Cracco-Ruggini, on est à peu près d'accord pour penser que c'est dans le courant de 384 qu'Ambroise a lancé sa deuxième ambassade, et l'objet était de récupérer le corps de Gratien, auquel on souhaitait donner à Milan des funérailles solennelles. Or, il est clair qu'il est plus vraisemblable qu'on ait voulu récupérer le corps de Gratien peu de temps après sa mort que 3-4 ans après. Donc voilà un autre point un peu sensible. Alors, lors de cette deuxième ambassade, Ambroise n'obtient pas le même succès que lors de la première, ou du moins, il s'attendait à des hommages plus prononcés. Il ne venait plus qu'émander la paix, il venait demander à forte et haute voix quelque chose qui lui paraissait la moindre des choses, tout à fait légitime, qu'on lui remette le corps de Gratien. Il est reçu comme un vulgaire ambassadeur. Il ne peut pas avoir un entretien privé avec Maxime. Il doit s'exprimer devant le consistoire, c'est-à-dire le conseil privé de Maxime. Enfin bref, ça ne se passe pas très bien, et il s'en va, fâché, indigné d'ailleurs de la violence des procédés de Maxime à l'égard d'un hérétique qu'il s'apprête à liquider, Priscillien. Voilà donc un deuxième épisode de la vie d'Ambroise, voyez-vous, qui montre qu'il y a eu des travaux, des recherches, depuis Quaston, et même depuis d'autres plus récents, et par conséquent qui justifient pleinement la publication en langue française d'une mise à jour. Je dis en langue française parce que on a quand même, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on a quand même une publication récente, 2020, les tomes 6, 5 et 6 du Handbuch der lateinischen Literatur, qui sont des sommes sur toutes ces questions, mais évidemment envisagées principalement d'un point de vue littéraire et historique, ce que je suis en train de faire en ce moment devant vous.
Bien, alors je ne sais pas si le temps est passé. À peu près. À peu près. Alors je vais dire quand même brièvement, mais alors très brièvement, quelques mots sur l'œuvre. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vie d'Ambroise. J'espère vous avoir montré par ces quelques exemples qu'il s'en faut de beaucoup que nous sachions de façon assurée tout ce qu'a vécu Ambroise au long de son existence, malgré l'existence de cette biographie écrite par Paulin de Milan relativement peu d'années après le décès d'Ambroise en 397. Son œuvre, elle est extrêmement diverse et riche. Elle n'est pas aussi abondante que celle d'Augustin, peut-être même pas aussi abondante que celle de Jérôme, ou celle d'Origène, évidemment, mais enfin, elle est tout de même considérable. Elle comporte, alors j'énumère rapidement, des œuvres exégétiques importantes et variées, des œuvres de caractère, je dirais, doctrinal et polémique, comme le De Fide ou le De Spiritu Sancto, ouvrage écrit à la demande de Gratien, qui voulait se faire une opinion sur les conflits théologiques qu'il y avait entre ariens et orthodoxes, des œuvres morales et ascétiques, comme les 5 traités sur la virginité et le célèbre De Officiis, dans les pas, mais très librement empruntés, de Cicéron. Des œuvres, une correspondance, des hymnes, et par conséquent une œuvre qui relève de genres très différents, qui vont de l'exégèse à la poésie, en passant par des exposés doctrinaux et surtout moraux. Je voudrais dire un mot, mais vraiment un mot assez bref, sur une question disputée aujourd'hui à propos de la correspondance. Je vous ai dit qu'on préparait une édition de la correspondance dans Sources chrétiennes, mais il y a un débat assez tendu, assez vif, car les savants ne sont pas toujours des êtres bienveillants les uns envers les autres, sur la question de savoir quel est l'auteur de la correspondance d'Ambroise. Alors la correspondance d'Ambroise se présente d'une part sous la forme d'un épistolaire en 10 livres et d'autre part sous la forme de lettres hors collection, extra collectionem, qui nous sont parvenues donc en dehors de l'épistolaire et qui sont essentiellement des correspondances avec les empereurs. Sur l'épistolaire en 10 livres, le débat est de savoir si c'est Ambroise qui a organisé cet épistolaire en 10 livres, qui ressemble, selon certains, à l'épistolaire de Pline le Jeune, ce qui est vivement contesté par d'autres, et à mon avis ils ont tort les uns et les autres, parce qu'il y a une troisième voie que j'ai essayé de défendre, mais difficile d'aboutir à un véritable accord. Ceux qui contestent qu'Ambroise soit l'auteur de l'organisation de sa correspondance pensent qu'il est mort avant d'avoir eu le temps de l'achever. Il avait l'intention de le faire, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Et ce sont des éditeurs ultérieurs, au 5e siècle par exemple, voire plus tard, qui ont rassemblé un peu dans le désordre, en fait dans un énorme désordre selon eux, les lettres que nous trouvons aujourd'hui dans les manuscrits les plus anciens, ceux qui datent du 9e siècle, et qui tous, quand même, c'est assez frappant, nous donnent cette organisation en 10 livres. C'est une affaire discutée, je n'ai pas le temps ici d'entrer évidemment dans le détail du débat, mais le but c'est quand même de montrer que Ambroise est toujours à l'ordre du jour et que une publication qui serait parfaitement à jour du point de vue non seulement de l'exposé de synthèse, mais aussi de l'offre bibliographique,
se révèle tout à fait utile. Je terminerai en disant que la personnalité même d'Ambroise fait l'objet de débats dans des publications récentes. Un Américain, N.B. McLean, a publié un livre en soi remarquable, un travail extrêmement sérieux, mais qui présente Ambroise sous un jour tout à fait nouveau et pour beaucoup tout à fait scandaleux. C'est-à-dire, il nous dit, en quelques mots, que ce que nous savons d'Ambroise, c'est le portrait qu'Ambroise a dressé de lui-même dans son œuvre. Et c'est en grande partie vrai. Or, selon McLean, Ambroise aurait été très soucieux de son image. Il y aurait chez lui un côté, McLean n'emploie pas le mot, mais je le fais à sa place, narcissique, et très soucieux de la façon dont la postérité allait recevoir son image. Alors évidemment, cette vision est à des années-lumière de la vision traditionnelle de saint Ambroise, modèle de sainteté, d'ascétisme, de rigueur morale, homme qui a commenté les Écritures d'une façon si admirable. Hein. Bien, pour en savoir un peu plus, je termine en vous invitant à lire un livre que certains d'entre vous ont peut-être eu entre les mains, un livre d'un historien qui travaille plutôt sur le Moyen-Âge et la Renaissance, Patrick Boucheron. Il a écrit un livre intitulé « La trace et l'aura », vie posthume d'Ambroise de Milan. C'est un livre passionnant sur la réception d'Ambroise. Merci de votre attention.